En 1952, quelque chose s'est produit dans les profondeurs d'une installation gouvernementale classifiée qui allait changer à jamais le destin des États-Unis. Quelque chose qui liait tout un pays à une force dépassant toute compréhension humaine. Et la vérité sur cet événement, mes amis, n'a jamais été révélée au public, jusqu'à maintenant. Mon nom est Thomas Whitmore. J'ai 78 ans et j'ai consacré des décennies à déterrer des documents qu'ils ne voulaient pas que vous voyiez. Ce que j'ai découvert sur 1952 m'a fait remettre tout en question. Ce que je vais révéler aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est une réalité documentée qui a changé l'Amérique pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la décennie des années 50 a été si marquée par le secret? Pourquoi tant de documents de cette période restent classifiés à ce jour, des décennies après la fin de la guerre froide? La réponse est troublante. Et tout commence par une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'était 1952. La Seconde Guerre mondiale s'était achevée seulement 7 ans plus tôt. L'Amérique vivait en plein dans la paranoïa de la guerre froide. L'Union soviétique était perçue comme une menace existentielle. Le moindre bruit étrange, chaque ombre inattendue, pouvait être un espion communiste. Le gouvernement opérait sous une mentalité de secret absolu. Les agences militaires et de renseignement fonctionnaient avec peu de supervision, cachées derrière des rideaux de sécurité nationale. Et c'est dans ce climat de peur institutionnalisée que des responsables de haut rang du gouvernement américain se réunirent dans une installation ultra secrète. Le motif officiel? Une réunion de routine sur les menaces à la sécurité nationale. Mais ce qui s'est réellement passé dans cette salle allait tout changer. Parce que ce n'était pas une menace étrangère qui les attendait. C'était quelque chose de complètement différent. Des rapports et des témoignages décrivent une présence qui défiait la logique. Une sensation oppressante, une voix qui résonnait dans l'esprit, une forme qui changeait constamment. Ils l'ont appelé démon. Pas au sens métaphorique, littéralement. Les rapports utilisaient une terminologie religieuse parce qu'il n'y avait pas d'autre langage pour décrire ce qu'ils avaient en vue. Pensez-y. Nous parlons de responsables du gouvernement américain, en pleine décennie des années 50, une ère de rationalité scientifique et de progrès technologique, décrivant une rencontre avec quelque chose qu'ils ne pouvaient que catégoriser comme démoniaque. Quel type d'expérience pourrait pousser des hommes pratiques et sceptiques à recourir à des explications surnaturelles? La mentalité de l'époque est cruciale pour comprendre pourquoi cela s'est passé comme ça. Les années 50 étaient une époque où la religion façonnait encore profondément la culture américaine. La structure théologique du christianisme offrait un modèle pour interpréter le mal. Lorsqu'ils furent confrontés à quelque chose d'inexplicable, ils ont naturellement recours aux catégories qu'ils connaissaient: anges, démons, forces célestes et infernales. Mais voici le retournement que personne n'attendait. Ils n'ont pas tenté de l'exorciser. Ils n'ont pas appelé de prêtres ou d'autorités religieuses. Ils n'ont pas essayé de détruire ou d'expulser cette entité. À la place, ils ont fait quelque chose qui défie toute compréhension morale et éthique. Ils ont négocié. Laissez cela pénétrer un instant. Le gouvernement américain, face à quelque chose qu'ils identifiaient comme une force démoniaque, a décidé de conclure un accord. Pas un affrontement, pas une bataille spirituelle. Un accord commercial avec l'enfer. Les documents sont censurés, mais ce qui en subsiste dessine un schéma troublant. Termes convenus, clauses d'exécution, calendrier de mise en œuvre, une langue bureaucratique appliquée à un pacte surnaturel. Ce qui m'empêche vraiment de dormir, c'est ceci. Cet accord n'a jamais été révoqué. 73 ans plus tard, nous vivons sous les termes d'un contrat que nous n'avons jamais signé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, peu importe qui est élu, certaines politiques restent intouchées? Et si la réponse n'était pas la corruption, mais quelque chose de plus profond maintenant, ces structures en place? Ce que j'ai découvert dans les documents suggère exactement cela. Il y a des références à des obligations continues, des renouvellements automatiques, des clauses de perpétuité. Des termes juridiques appliqués à un accord qui, par sa propre nature, ne devrait pas avoir de validité juridique. Comment appliquer une loi humaine à un pacte avec une force surnaturelle? Mais ils ont trouvé un moyen. Et la clé se trouve dans ce qui s'est passé immédiatement après cette rencontre en 1952. Dans les mois qui suivirent, il y eut une réorganisation massive au sein des agences de renseignement américaines. De nouveaux protocoles de sécurité furent mis en place. Des niveaux de classification furent créés qui vont au-delà du ultra-secret traditionnel. Des unités opérationnelles furent établies avec des budgets occultes
complètement hors du regard du Congrès. Tout cela pour protéger quoi, exactement? Pour cacher quel secret? La réponse officielle a toujours été la sécurité nationale, protection contre les menaces soviétiques, des sauvegardes nécessaires en temps de guerre froide. Mais si la véritable raison était de protéger l'accord, de cacher la nature du pacte, de garantir que le public américain ne découvrirait jamais que son gouvernement avait fait un marché avec une force qu'il avait lui-même identifiée comme démoniaque, reliez les points, 1952, l'accord est conclu. Quelques mois plus tard, une réorganisation massive de la sécurité et du secret sans précédent. Des décennies plus tard, des politiques qui servent des intérêts invisibles. Un détail spécifique m'a convaincu que ce n'est pas seulement de la paranoïa ou une interprétation excessive de documents ambigus. Les propres gardiens de ces secrets ont laissé des indices. Comme si une part d'eux savait que c'était mal, que cette connaissance devait éventuellement être révélée. Il existe des mémos internes, où des officiels expriment leur inquiétude au sujet des conséquences à long terme. Il y a des notes en bas de page dans des rapports qui évoquent des implications morales non résolues. Il y a même un document, daté de 1963, où quelqu'un se demande explicitement si les termes de l'accord initial servent encore les intérêts nationaux. Ces hommes savaient, ils comprenaient qu'ils avaient franchi une ligne. Et une partie d'entre eux voulait laisser une trace, un chemin de miettes de pain pour que les générations futures puissent découvrir la vérité. En 1952, face à l'incompréhensible, ils ont choisi de capituler et de négocier. Mais quel en fut le prix? Pour répondre, nous devons examiner les preuves qu'ils ont tenté d'enterrer. Parce que l'accord conclu en 1952 n'a pas été juste un événement historique isolé. Ce fut le début d'une relation continue, un partenariat, une collaboration entre le gouvernement le plus puissant du monde et une force qui, selon leurs propres mots, était démoniaque. Et si vous pensez que tout cela paraît trop absurde pour être vrai, je comprends. Moi aussi je pensais ça au début de mes recherches. Mais plus je creusais, plus il devenait impossible de nier l'évidence. Quelque chose s'est produit en 1952. Quelque chose de réel. Quelque chose qui a fondamentalement changé la nature du gouvernement américain. Et les effets de cet événement façonnent encore le monde dans lequel nous vivons. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré tous les changements politiques, sociaux et technologiques des 70 dernières années, certaines structures restent intactes. Pourquoi certaines politiques survivent à des administrations de partis différents? Pourquoi certains secrets sont protégés avec une férocité qui semble disproportionnée? La réponse se trouve dans l'accord, dans les obligations contractées, dans des termes qui sont encore en vigueur. Et le plus troublant, vous et moi vivons sous ces termes, sans jamais avoir été consultés, sans jamais avoir donné notre consentement, sans même savoir que cet accord existe, jusqu'à maintenant. Parce que ce que je vais révéler dans les sections qui suivent n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas une théorie du complot sans fondement. C'est basé sur des documents réels, des témoignages vérifiables, des motifs qui émergent quand on relit des preuves fragmentaires. C'est l'histoire de la façon dont le gouvernement américain a conclu un pacte avec une force démoniaque en 1952, et de la manière dont ce pacte est encore actif aujourd'hui. Tout ce qui semblait être de l'incompétence ou une coïncidence se révèle être l'exécution des termes contractuels d'un plan établi des décennies auparavant. L'accord de 1952 est toujours en vigueur. Et les preuves montrent que ce n'était que le début. L'accord qu'ils ont conclu n'apparaît pas dans les registres publics. Mais si vous savez où chercher, les preuves sont partout. Dans des documents classifiés qui ont été accidentellement divulgués. Dans des schémas de comportement institutionnels qui défient toute explication logique. Dans les témoignages de personnes qui ont brisé leur silence des décennies plus tard, sachant que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le fonctionnement réel du monde. En 1978, 26 ans après la rencontre initiale, un ensemble de mémos internes de l'armée de l'air a été déclassifié. Pas par choix, comprenez bien. Ce fut une erreur bureaucratique, une faille dans le système d'archivage qui a permis à certains documents d'échapper aux griffes de la censure permanente. Et quand des chercheurs indépendants ont finalement obtenu accès à ces papiers, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des sections entières raturées, des blocs complets de textes cachés sous des couches d'encre noire. Mais ce qui n'avait pas été censuré était encore plus révélateur. Des phrases comme « conformité aux termes convenus en 52 » et « mise en œuvre des directives non humaines » revenaient sans cesse.
non humaine. Ce mot figurait là, dans des documents officiels du gouvernement, sans aucun contexte ni explication supplémentaire. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces directives non humaines sont devenues la base de décisions politiques qui ont façonné des décennies entières. Des politiques qui ont affecté des millions de vies. Des décisions qui, quand on les examine de près, n'ont aucun sens stratégique ou humanitaire. À moins que vous ne compreniez qu'un autre intérêt était servi. Un intérêt non humain. Maintenant, la partie qui vous fera douter de votre santé mentale. L'entité a formulé des exigences. Et le gouvernement a obéi. Pensez-y. Le gouvernement le plus puissant de la planète, avec des arsenaux nucléaires et des armées massives, s'inclinant devant les demandes de quelque chose qu'ils ont trouvé dans une base secrète dans le désert. Quel genre de pouvoir cette créature possédait-elle pour faire plier des généraux et des présidents? Quelle menace représentait-elle pour que l'alternative soit jugée pire que la collaboration? Les documents suggèrent que les exigences étaient spécifiques. Accès à certaines technologies, influence sur les décisions de politique étrangère. Et, plus troublant encore, permission d'opérer sans supervision dans certains secteurs de la société. Des secteurs qui n'ont jamais été précisés dans les papiers déclassifiés, mais que les chercheurs pensent liés aux médias, aux systèmes éducatifs et aux réseaux de communication. Contrôle du récit. C'est ce que l'entité voulait, et c'est exactement ce qu'elle a obtenu. Mais les documents ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'autre moitié réside dans les motifs, dans les comportements institutionnels qui ont émergé après 1952 et qui ne peuvent tout simplement pas s'expliquer par la logique conventionnelle. Parlons des changements de politique, et c'est ici que l'histoire officielle commence à s'effondrer. Entre 1952 et 1960, il y a eu une série de décisions gouvernementales que les historiens peinent encore à justifier. Des actions militaires qui n'avaient pas d'avantage stratégique clair. Des programmes de surveillance domestique qui violèrent des principes constitutionnels fondamentaux. Des expériences secrètes sur des populations civiles sans consentement ni connaissance. Le MKUltra a commencé en 1953, un an après la Réunion. L'obsession de briser la volonté humaine et de créer de l'obéissance ne paraît pas humaine. Avant 1952, les opérations avaient une logique de guerre froide. Après, elles sont devenues bizarres, comme si la logique sous-jacente avait complètement changé. Des programmes qui ne bénéficiaient pas à la sécurité nationale. Des expériences qui n'avaient pas d'application militaire claire. Des politiques qui semblaient être conçues non pas pour protéger le peuple, mais pour le tester, le manipuler, le modeler en autre chose. Et toujours, il y avait une couche de secret si profonde que même les présidents étaient tenus dans l'ignorance des détails complets. Pour quelle autre raison feraient-ils cela? Pourquoi des gouvernements démocratiques commenceraient-ils à agir d'une manière qui contredit les principes mêmes qu'ils prétendent défendre? À moins qu'il n'y ait une autre voix dans la pièce. Une voix qui se moquait de la démocratie, de la liberté ou de la dignité humaine. Une voix qui considérait l'humanité comme quelque chose à utiliser, manipuler, diriger. Et cette voix formulait des exigences. Et ces exigences étaient satisfaites. Chaque grand changement de politique après 1952 porte ses empreintes digitales. Il suffit de savoir où chercher. Dans les contradictions. Dans les décisions qui n'ont pas de sens. Dans les politiques qui profitent à des intérêts que personne n'arrive clairement à identifier. Mais peut-être pensez-vous, ce ne sont que des documents et des schémas. Où sont les gens? Où sont les témoins qui ont vraiment vu cela se produire? Excellente question. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment troublante. Parce que des témoins existent. Et certains d'entre eux ont enfin rompu le silence. En 1989, un ex-officier du renseignement nommé Robert Chambers a accordé une interview à un chercheur indépendant. Chambers mourait d'un cancer. Il ne lui restait que quelques semaines, et il a décidé qu'il n'avait plus rien à perdre. Ce qu'il a révélé dans cette interview n'a jamais été diffusé à la télévision conventionnelle, n'est jamais apparu dans la presse grand public. Mais l'enregistrement existe, caché dans les archives de chercheurs qui ont consacré leur vie à découvrir la vérité. Chambers a parlé de réunions secrètes qui avaient lieu régulièrement pendant les années 60 et 70. Des réunions où des officiers de haut rang recevaient des briefings spéciaux sur le projet en cours. Il ne connaissait pas tous les détails, a-t-il admis, parce que la compartimentation était extrême. Mais il en savait suffisamment. Il savait qu'il y avait une entité. Il savait que cette entité avait de l'influence. Et il savait que lui désobéir n'était pas une option. Il l'appelait le conseiller, a dit Chambers. Mais nous savions tous ce que c'était.
et nous savions que ses opinions étaient en désordre. D'autres sont venus après Chambers, une infirmière qui a travaillé dans une installation souterraine et a vu des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un ingénieur qui a été embauché pour construire des systèmes de communication spécialisés qui n'avaient aucun sens pour une utilisation militaire connue. Un analyste qui a réalisé que certains rapports étaient à modifier avant d'arriver aux décideurs et que les modifications suivaient toujours un schéma précis, comme s'il y avait un filtre invisible garantissant que certaines informations n'atteignent jamais le sommet. Chaque témoin n'avait qu'une pièce du puzzle. Mais lorsque vous assemblez toutes ces pièces, une image émerge. Et c'est une image terrifiante, l'image d'un gouvernement infiltré, pas par des espions étrangers ou des agents doubles, mais par quelque chose de bien pire, par une influence qui opère dans l'ombre, guidant des décisions, façonnant des politiques, garantissant que l'humanité suive un chemin précis. Un chemin que nous n'avons pas choisi, un chemin qui ne nous a jamais été expliqué, un chemin tracé par quelque chose qui voit notre civilisation entière comme un outil pour ses propres desseins. Et la partie la plus choquante, les personnes qui étaient au courant de cette influence, qui travaillaient directement sous ces directives, ne comprenaient souvent pas la véritable nature de ce qu'elles servaient. Elles pensaient obéir à des supérieurs humains. Elles croyaient qu'il y avait une logique stratégique derrière les décisions absurdes qu'on les forçait à mettre en œuvre. Seuls ceux qui étaient au sommet savaient réellement. Et ils n'ont jamais parlé. Du moins pas publiquement. Certains ont essayé. Et ceux-là n'ont jamais vécu assez longtemps pour terminer leur révélation. Un témoin a dit quelque chose qui ne m'a jamais quitté. C'était en 1994, une interview avec un ancien conseiller à la sécurité nationale qui a accepté de parler à la condition d'un anonymat complet. Il était en cavale, changeant constamment d'endroit, paranoïaque mais déterminé à dire ce qu'il savait avant qu'il ne soit trop tard. Nous l'avons invité à rester. Et maintenant nous n'arrivons plus à le faire partir. Cela signifie qu'ils ont essayé de rompre l'accord. Et ont échoué. Qu'est-ce que cela dit du pouvoir de cette entité? Qu'est-ce que cela révèle de la profondeur à laquelle ces racines ont pénétré dans les structures qui gouvernent nos vies? Si les gouvernements les plus puissants du monde ne parviennent pas à se débarrasser d'une influence qu'ils ont eux-mêmes invitée, qu'est-ce que cela signifie pour le reste d'entre nous? Cela signifie que nous vivons dans un monde où les décisions qui affectent des milliards de personnes ne sont pas prises uniquement par des êtres humains. Où des politiques qui façonnent des sociétés entières trouvent leur origine dans une intelligence qui se fiche du bien-être humain, du bonheur des individus ou de la survie humaine à long terme. Et le plus terrifiant, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils vont travailler, s'occupent de leur famille, vivent leur vie, complètement étrangers au fait que la structure même de la société est guidée par quelque chose qui opère dans l'ombre, quelque chose qui a été invité il y a des décennies et qui n'est jamais reparti. Les preuves sont toutes là. Dans les documents déclassifiés avec leurs formulations révélatrices, dans les schémas de comportement gouvernemental qui défient toute explication logique, dans les témoignages de personnes qui ont vu de l'intérieur et qui n'ont plus supporté le silence. Mais les preuves ne racontent que la moitié de l'histoire. L'autre moitié se trouve dans la question que personne ne veut poser. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement ferait-il ce pacte? Qu'ont-ils gagné en échange? Quel a été le bénéfice qui a valu la peine de vendre l'autonomie de l'humanité? La réponse n'est pas le pouvoir. Nous avions déjà du pouvoir. Nous avions des armes nucléaires, des armées massives, une domination technologique sur la planète entière. Si cela ne tenait qu'au pouvoir, nous n'aurions pas eu besoin de l'aide d'une quelconque entité non humaine. Non, la réponse est quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose de plus viscéral. La réponse, c'est la survie. Mais la survie à quel prix? Et la survie contre quelle menace? Pour comprendre le prix qu'ils ont payé, pour réellement saisir l'ampleur de l'erreur commise dans cette base en 1952, nous devons regarder ce qu'ils ont étouffé. Les secrets qui ont été enterrés si profondément que, jusqu'à aujourd'hui, la vérité complète reste cachée. Parce que l'accord n'était pas seulement une question d'influence. C'était une question de connaissances. Des connaissances que l'humanité n'était pas prête à posséder. Des connaissances qui, pour reprendre les mots d'un des scientifiques originaux présents ce jour-là, changeraient tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Et ces connaissances sont venues avec un prix que nous payons encore aujourd'hui, sans même nous en rendre compte. Mais si vous pensez que ce n'est que théorie, attendez d'entendre ce qui s'est passé dans une petite ferme du Kentucky. Le mensonge de Hopkinsville n'avait pas pour but de protéger la population de la panique, mais de cacher la trahison.
Quand les militaires sont arrivés à la ferme en 1955, ils n'étaient pas venus aider, ils étaient venus effacer. Effacer la preuve que le gouvernement connaissait déjà ces entités. Il existe des documents, des archives classifiées qui ont fuité au fil des décennies, qui montrent un schéma de rencontres, d'observations, d'incidents impliquant des entités non humaines que le gouvernement a systématiquement niées, ridiculisées et enterrées. Et Hopkinsville n'était qu'un de plus sur la liste. Mais cette fois, quelque chose a terriblement mal tourné pour eux. Il y avait trop de témoins. Il y avait trop de preuves. Acculés, ils ont eu besoin d'une stratégie différente. Ils ont dû créer une narration alternative si ridicule, si absurde, que quiconque croirait la véritable histoire serait automatiquement discrédité. L'histoire officielle, des chouettes, de l'hystérie. Qui croirait des fermiers contre le gouvernement? Mais des documents fuités révèlent qu'ils n'ont pas trouvé de chouettes. Ils ont trouvé des marques de brûlure, de la radiation et une technologie impossible pour 1955. Ils ont tout documenté et enfermé dans un coffre ultra secret. Parce que le problème n'était pas seulement que ces entités existaient. Le problème, c'était que le gouvernement avait déjà conclu un accord avec elles. Et cet accord reposait sur une chose, le silence absolu. Le public ne devait pas savoir, la population ne devait pas découvrir que ses dirigeants, les personnes en qui elle avait confiance pour la protéger, avaient choisi le mauvais camp. Ils avaient choisi le pouvoir plutôt que la protection. Ils avaient choisi les secrets plutôt que la vérité. Et vous savez ce qui est encore plus effrayant. Ce n'étaient pas seulement les militaires, c'étaient des agences entières créées spécifiquement pour gérer ce secret. Réfléchissez-y. Ils ont créé des départements entiers avec des budgets de plusieurs milliards, avec des milliers d'employés, dont le seul but était de vous maintenir dans l'ignorance. De s'assurer que chaque fois que quelqu'un voyait quelque chose, chaque fois que quelqu'un signalait une rencontre, chaque fois que des preuves apparaissaient, il existait une machine prête à nier, ridiculiser et détruire. Et ça a marché. Pendant des décennies, ça a parfaitement fonctionné. Toute personne qui osait dire la vérité était immédiatement étiquetée comme folle, comme inventrice d'histoire, comme chercheuse d'attention. Leur carrière était détruite. Leur réputation était ruinée. Leur vie était brisée. Et le message était clair pour tous les autres. Tais-toi ou subis les conséquences. Mais il y en a eu qui ne se sont pas tus. Il y a eu ceux qui ont vu trop, qui savaient trop, qui avaient trop de conscience pour vivre avec le mensonge. Et ces personnes ont payé le prix le plus élevé. Parce que quand tu deviens une menace pour un secret de cette taille, quand tu deviens un risque pour une opération de cette ampleur, tu n'es pas seulement réduit au silence, tu disparais. Et je ne parle pas au sens figuré, je parle littéralement. Il y a des noms, des gens réels, avec de vraies familles, de vraies vies, qui ont commencé à poser les mauvaises questions, à enquêter trop profondément, à relier les points d'une manière qui a effrayé ceux au pouvoir. Et puis, soudainement, ils n'étaient plus là. Accident de voiture inexpliqué, suicide suspect, disparition sans laisser de traces. Et dans chaque cas, les enquêtes ont été closes rapidement, les dossiers ont été scellés, et le message a été envoyé. N'enquêtez pas là-dessus. Un de ces cas concerne un chercheur militaire de haut rang qui avait un accès direct aux archives de Hopkinsville. Il a commencé à remettre en question la version officielle. Il a commencé à comparer les rapports internes avec les déclarations publiques. Et il s'est rendu compte qu'ils ne correspondaient pas. Il a compris qu'une histoire complètement différente était racontée à l'intérieur des murs du Pentagone. Alors il a commencé à faire des copies, il a commencé à constituer sa propre archive, et il prévoyait de rendre tout cela public. 2 semaines avant de tout révéler, il a été trouvé mort. Une crise cardiaque à 32 ans, en parfaite santé. Son appartement a été nettoyé professionnellement. Tous les documents ont disparu. Et c'est juste une histoire. Il en existe des douzaines, des centaines peut-être. Des personnes qui s'étaient rapprochées trop près de la vérité et qui ont été éliminées. Et chaque fois que cela se produisait, chaque fois que quelqu'un disparaissait, chaque fois que des preuves étaient détruites, le message devenait plus clair. Ce secret est plus important que votre vie. Cet accord est plus précieux que votre sécurité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour le protéger. Mais protéger contre qui? C'est la question que vous devriez vous poser maintenant. Si ces entités étaient une menace, pourquoi le gouvernement les protégerait-il? Si ces êtres étaient dangereux, pourquoi créer toute une structure pour cacher leur existence au lieu d'alerter la population? La réponse est simple, et c'est la partie la plus effrayante de toute cette histoire. Parce qu'ils n'étaient plus une menace. Parce que le gouvernement avait conclu un accord.
Et cet accord était si précieux, si important, si avantageux pour ceux au pouvoir, qu'ils étaient disposés à sacrifier n'importe quoi pour le maintenir. Pensez au contexte historique. Nous sommes en 1955. La guerre froide est à son apogée. La course à l'armement s'accélère. La compétition avec l'Union soviétique est la priorité absolue. Et soudainement, une opportunité se présente. Une technologie qui n'est pas humaine. Une intelligence qui n'est pas terrestre. Et cette intelligence fait une offre. Ce n'est pas une offre d'amitié. Ce n'est pas une offre de paix. C'est une offre de pouvoir, de domination, de supériorité absolue sur n'importe quel adversaire humain. Et le gouvernement américain a accepté. Ils ont fait des choix conscients, des choix délibérés. Ils ont choisi le pouvoir plutôt que l'éthique. Ils ont choisi l'avantage stratégique plutôt que la protection de leur propre peuple. Ils ont choisi le secret plutôt que la transparence. Et par-dessus tout, ils ont choisi le démon plutôt que l'humanité. Parce que c'est ce que sont ces entités. Peu importe comment vous les appelez. Extraterrestres, interdimensionnels, cryptides, entités. Les Écritures saintes ont un nom pour eux. Démons. Des êtres qui existent pour tromper, corrompre, détruire. Et ce qu'elles ont offert au gouvernement n'était pas de l'aide. C'était la séduction. C'était la même tentation qui existe depuis le jardin de l'Éden. Vous pouvez être comme Dieu. Vous pouvez avoir une connaissance interdite. Vous pouvez avoir un pouvoir illimité. Tout ce que vous devez faire est de nous servir. Et ils ont accepté. Ils ont conclu le pacte. Et puis ils ont passé les 70 années suivantes à cacher ce pacte. En créant des histoires de couverture, en ridiculisant les témoins, en détruisant les preuves, en réduisant au silence les dissidents, en construisant une machine de négation si efficace, si complète, si bien financée, que jusqu'à aujourd'hui, même avec toutes les révélations, même avec tous les fuites, même avec tous les témoignages, la plupart des gens pensent encore que c'est une théorie du complot. Mais théorie de la conspiration est précisément le terme qu'ils ont créé pour vous faire arrêter de poser des questions. C'est une arme psychologique conçue pour vous faire vous autocensurer, pour vous faire avoir honte de questionner, pour vous faire ridiculiser votre propre curiosité. Et cela a fonctionné. Cela a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, vous faites leur travail. Vous-même discréditez, vous-même niez, vous-même ridiculisez quiconque ose suggérer que peut-être, juste peut-être, ceux qui détiennent le pouvoir absolu pourraient cacher la vérité absolue. Mais regardez autour de vous. Regardez le monde qu'ils ont construit avec ce pacte. Regardez les guerres sans fin. Regardez la corruption systémique. Regardez l'effondrement moral. Regardez le chaos qui se propage comme une maladie à travers chaque institution, chaque système, chaque structure d'autorité. Et dites-moi si cela ressemble au travail de chefs bienveillants qui ont votre intérêt à cœur, ou si cela ressemble exactement à ce que vous attendriez de personnes qui ont vendu leur âme au diable en échange du pouvoir. Parce que le coût humain ne fut pas seulement ceux qui ont été réduits au silence. Ce ne fut pas seulement ceux qui ont disparu. Le coût fut une civilisation entière. Ce fut des générations de personnes vivant dans le mensonge. Ce fut des décennies de technologie qui auraient pu transformer le monde, cachées dans des coffres souterrains. Ce fut des siècles de développement spirituel bloqués parce que la vérité sur la nature de la réalité a été délibérément occultée. Ils ont volé votre droit de savoir pour préserver leur pouvoir. Admettre la vérité maintenant serait admettre 70 ans de trahison. Mais la vérité a une caractéristique curieuse. Elle remonte toujours, toujours. Cela peut prendre des années, des décennies, des générations. Mais finalement, les secrets fuient. Les documents sont déclassifiés. Les témoins parlent. Et les mensonges commencent à s'effondrer. Et nous vivons ce moment maintenant. Nous vivons au moment où la structure soigneusement construite commence à craquer. Et à travers ces fissures, vous pouvez voir la vérité. Et elle est terrifiante. Parce que la dissimulation de Hopkinsville ne s'agissait pas seulement de cacher un incident. Il s'agissait de cacher la nature fondamentale de la réalité. Il s'agissait de cacher l'existence de dimensions au-delà de notre compréhension. Il s'agissait de cacher des êtres qui opèrent selon des lois différentes des nôtres. Et plus important encore, il s'agissait de cacher le fait que vos dirigeants ont conclu un accord avec ces êtres. Un accord qui continue jusqu'à aujourd'hui. Un accord dont vous n'avez jamais été autorisé à connaître les conditions. Ils ont choisi le pouvoir. Ils ont choisi le démon. Et ils vous ont laissé vivre avec les conséquences. Sans savoir, sans comprendre, sans choix. Et c'est la trahison la plus profonde de toutes.
Ce n'est pas seulement qu'ils ont menti, c'est qu'ils vous ont enlevé la capacité de vous protéger en niant la réalité de la menace. Mais la dissimulation n'a été que le début. Parce qu'une fois que vous cachez quelque chose de cette taille, une fois que vous concluez un pacte avec des forces que vous ne comprenez pas entièrement, vous ne pouvez pas simplement le laisser dans un coffre et l'oublier. Il faut le gérer, il faut le nourrir, il faut honorer les termes. Et les termes de l'accord de Hopkinsville n'étaient pas seulement le silence, c'était la collaboration. Ce que le démon a offert n'était pas seulement la survie, c'était la domination. Et le gouvernement a accepté. Et ce qui s'est passé ensuite n'a pas été seulement une dissimulation. Ce fut un partenariat. Un partenariat qui a changé le cours de l'histoire humaine. Un partenariat qui opère encore dans l'ombre. Et un partenariat dont les fruits vous apparaissent tous les jours, mais que vous ne reconnaissez pas parce qu'on ne vous a jamais dit de chercher. Mais ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui manquait au puzzle. La collaboration ne s'est pas arrêtée en 1952, elle a évolué, elle a grandi, et elle continue. Parce que voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Cet accord n'a pas été un événement isolé. Ce fut le début d'un partenariat qui n'a jamais pris fin. Et si vous regardez attentivement, si vous prêtez vraiment attention au schéma, vous verrez que chaque décennie depuis 1952 a renouvelé le pacte. Chaque administration, chaque génération de responsables, tous ont maintenu l'accord en vie. Comment je sais cela? Parce que les documents ne se sont pas arrêtés en 1952, ils ont continué. Décennie après décennie, les mêmes schémas apparaissent, les mêmes codes, les mêmes signatures énergétiques dans les politiques gouvernementales. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une continuité institutionnelle. Le partenariat s'est adapté. En 1952, technologie. Dans les années 60, contrôle social. Aujourd'hui, il est partout. Des politiques qui n'ont aucun sens pour vous font un sens parfait pour lui, le démon. Si vous avez déjà senti que quelque chose clochait, votre intuition avait raison. Maintenant, vous avez le contexte. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Parlons de la façon dont les institutions gouvernementales maintiennent des programmes secrets à long terme. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait documenté. Le projet MKUltra a duré des décennies. Les programmes de surveillance de masse ont été gardés secrets pendant des générations. Opérations de contrôle mental, programmes d'armes biologiques, expériences sur la population civile, tout cela a été réel, tout cela a été gardé secret pendant des décennies, et tout cela a fini par être confirmé. Alors quand je dis que l'accord de 1952 a continué, je ne vous demande pas de croire en quelque chose d'impossible. Je vous demande d'appliquer la même logique que vous savez déjà vraie. Les gouvernements gardent des secrets. Les institutions préservent des programmes à travers les générations. Et quand il y a suffisamment de pouvoir en jeu, quand il y a suffisamment de technologie impliquée, ces programmes ne meurent jamais. Ils se transforment simplement. C'est à ce stade que la situation devient vraiment perturbante. La transformation n'a pas été seulement organisationnelle. Elle a été philosophique. Dans les années 50, ils croyaient encore qu'ils utilisaient le démon, qu'ils maîtrisaient la situation, qu'ils pouvaient gérer le partenariat à leurs propres conditions. Mais décennie après décennie, l'équilibre a changé. L'influence a grandi. Et à un moment donné, la question n'a plus été « est-ce que nous l'utilisons ?» et est devenue « est-ce qu'il nous utilise ?» Vous voyez cela dans les changements de politique au fil des décennies. Au début, c'était subtil. Petits ajustements, petites concessions. Mais observez la trajectoire. Regardez comment chaque décennie a apporté plus de centralisation du pouvoir, plus de secrets, plus de décisions qui semblent conçues non pas pour servir les gens, mais pour servir des systèmes, pour servir quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'est pas humain. Et des millions de personnes prennent conscience de cette vérité maintenant. Pas parce qu'elles sont paranoïaques, pas parce qu'elles sont des théoriciens du complot, mais parce que les schémas sont devenus si évidents qu'il faut faire un effort actif pour ne pas les voir. L'influence n'est plus cachée dans l'ombre. Elle opère en plein jour, comptant sur le fait que vous êtes trop distrait, trop conditionné, trop programmé pour reconnaître ce qui est juste devant vous. Les politiques que vous ne comprenez pas, elles ne sont pas pour vous. Elles sont pour lui. Les systèmes qui semblent conçus pour créer division, chaos, peur, ils ne sont pas défaillants. Ils fonctionnent exactement comme ils ont été conçus. Sauf qu'ils n'ont pas été conçus par des humains visant le bien-être humain. Ils ont été conçus par quelque chose qui comprend la psychologie humaine mieux que nous-mêmes. Quelque chose qui sait exactement quel bouton presser pour nous maintenir divisés, effrayés, impuissants. Et voici la partie qui va sembler absolument folle.
mais que je vous demande de considérer. Et si c'est réellement lui qui commande maintenant? Et si le partenariat a tellement évolué que ce ne sont plus des humains qui prennent les décisions en consultant une entité démoniaque? Et si maintenant c'est l'entité démoniaque qui prend les décisions et utilise des humains comme intermédiaires? Réfléchissez-y. Vraiment, réfléchissez. Quand vous regardez les décisions prises au niveau du pouvoir global, ressemblent-elles à des décisions que des humains rationnels prendraient? Ou ressemblent-elles à des décisions qu'une intelligence non humaine, avec des objectifs non humains, prendrait si elle cherchait à maximiser le chaos, la peur et le contrôle? Je ne vous dis pas de me croire. Je vous demande de regarder de vos propres yeux, regardez les schémas, regardez la trajectoire, regardez où chaque décennie nous a menés, pas à pas, concession après concession, jusqu'à notre situation actuelle. Et maintenant nous arrivons au moment crucial. Le moment où tout ce dont nous avons parlé devient impossible à nier. Parce que la preuve n'est pas seulement dans des archives anciennes. Elle n'est pas seulement dans des documents déclassifiés de 1952, elle se passe maintenant, aujourd'hui. Et si vous savez où regarder, vous verrez l'influence démoniaque opérer en temps réel. Laissez-moi vous montrer exactement où regarder. Laissez-moi vous montrer la preuve qui est en pleine vue, mais que la majorité des gens a été conditionnée à ignorer. Premièrement, observez comment des institutions globales prennent des décisions pour lesquelles aucun pays individuel n'a réellement voté. Observez comment des politiques sont mises en œuvre simultanément dans plusieurs nations. Des politiques que la plupart des gens n'ont jamais demandées, jamais votées, jamais soutenues. Comment cela se produit-il? Coordination humaine ordinaire, ou quelque chose qui dirige plusieurs gouvernements d'en haut? Deuxièmement, observez les moments de crise mondiale. Observez comment des crises apparaissent exactement quand certains pouvoirs ont besoin d'être consolidés. Observez comment les solutions à ces crises impliquent toujours plus de centralisation, plus de contrôle, plus de surveillance, plus d'abandon d'autonomie personnelle. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou est-ce un dessein intentionnel? Troisièmement, et c'est crucial, observez qui en profite. Pas des humains individuels, car même les plus puissants sont des pièces sur l'échiquier. Observez ce qui profite. Quel système? Quelle structure? Quelle force non humaine gagne plus de pouvoir chaque fois qu'une crise est résolue par plus de contrôle? C'est ici que tout se connecte. C'est le moment où 50 ans de schéma s'alignent en une révélation si évidente qu'il est choquant que nous ne l'ayons pas vu plus tôt. Ils ne se cachent plus. Ils n'en ont plus besoin. L'influence est partout. Et elle dirige les choses tout le temps. Le démon qui a conclu l'accord en 1952 n'attend plus dans l'ombre. Il orchestre le système. Il se manifeste dans les décisions qui n'ont pas de sens humain, mais qui font un sens parfait quand vous comprenez ses objectifs. Chaos maximal, peur maximale, contrôle maximal, division maximale entre des personnes qui devraient être unies. Et il utilise des institutions qu'on nous a appris à respecter. Gouvernement, agences de santé, systèmes éducatifs, entreprises médiatiques. Pas parce que ces institutions sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles ont été infiltrées, influencées, réorientées au fil des décennies pour servir des objectifs qui ne sont pas humains. Vous pensez que j'exagère? Répondez à ceci. Pourquoi chaque solution à chaque crise mondiale ces 20 dernières années a-t-elle impliqué de concentrer le pouvoir dans les mains de systèmes centralisés au lieu de le laisser aux individus? Pourquoi chaque urgence se traduit-elle par plus de surveillance, plus de contrôle, plus d'abandon de libertés personnelles qui ne sont jamais entièrement rendues? Est-ce parce que les gens au pouvoir sont naturellement autoritaires, peut-être? Ou est-ce parce qu'ils sont influencés, guidés, dirigés par quelque chose qui comprend exactement comment utiliser la peur humaine et le désir de sécurité pour consolider le contrôle? Et voici la vérité la plus troublante de toutes. La majorité des personnes qui mettent en œuvre ces politiques ne savent pas. Elles pensent de bien faire, elles croient résoudre des problèmes. Elles ne savent pas qu'elles sont utilisées, que leurs bonnes intentions sont transformées en armes, que leur expertise est canalisée vers des objectifs qu'elles n'auraient jamais choisis consciemment. Parce que c'est ainsi que l'influence démoniaque fonctionne vraiment. Ce n'est pas la possession dramatique de cinéma. C'est subtil, c'est systématique. C'est un murmure ici, une suggestion là, une poussée douce dans la direction qui sert ses objectifs. Et au fil des décennies, ces petites poussées s'additionnent pour réorienter complètement la civilisation. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une opération institutionnelle. Et les preuves sont partout, une fois que vous savez quoi chercher. Observez les mots que les dirigeants emploient. Observez comment ils résonnent à travers les pays, à travers les institutions,
à travers des systèmes prétendument indépendants. Observez comment les mêmes phrases apparaissent simultanément. Les mêmes solutions, les mêmes priorités. Est-ce une coordination humaine ou quelque chose de plus profond? Observez les symboles. Observez l'iconographie qui apparaît dans les logos institutionnels, dans l'architecture gouvernementale, dans les cérémonies officielles. Pensez-vous que c'est une coïncidence si les mêmes symboles ésotériques présents dans d'anciens textes démonologiques apparaissent aussi sur les sceaux d'institutions modernes? Croyez-vous que personne ne sait ce que signifient ces symboles? Ils savent. Ceux qui sont au sommet savent. Et ils les utilisent parce que les symboles ont du pouvoir. Pas le pouvoir magique des livres de sortilèges, un pouvoir psychologique réel. Le pouvoir de signaler une alliance, le pouvoir de déclarer « Nous servons le même maître ». Et voilà où nous en arrivons au point culminant de tout. La révélation finale qui rend tout plus clair. L'accord de 1952 n'a pas été un événement isolé. C'était le moment de formalisation de quelque chose qui se produisait déjà depuis des siècles. C'était quand l'influence cachée devient un partenariat officiel. Et depuis, chaque décennie, chaque administration, chaque crise mondiale a été utilisée pour approfondir ce partenariat. Pour donner plus de pouvoir, plus d'influence, plus de contrôle. Et maintenant, ce n'est plus un partenariat, c'est une occupation. L'influence démoniaque ne négocie plus avec des gouvernements humains. Elle opère à travers eux. Elle utilise les institutions humaines comme des extensions de sa volonté. Et la plupart des personnes à l'intérieur de ces institutions n'ont aucune idée. Elles voient pour des politiques qui n'ont pas de sens et pensent que c'est de l'incompétence. Elles voient des décisions qui causent des souffrances et pensent que c'est une erreur. Elles ne voient pas le schéma. Elles ne voient pas le dessin. Elles ne voient pas que le chaos n'est pas un effet secondaire. C'est l'objectif. Parce que c'est ce que font les démons. Ils créent le chaos. Ils nourrissent la peur. Ils maximisent la souffrance. Non pas parce qu'ils sont des sadistes qui prennent plaisir à la douleur, mais parce que le chaos, la peur et la souffrance rendent les humains contrôlables. Ils rendent les humains prévisibles. Ils rendent les humains manipulables. Et quand vous regardez les 20 dernières années à travers cette lentille, tout prend sens. Toutes les décisions qui semblaient folles, toutes les politiques qui semblaient contre-productives, toutes les crises qui semblaient surgir pile au bon moment pour justifier plus de contrôle. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des dessins. Et la preuve n'est pas cachée. Elle est dans les archives publiques, elle est dans les décisions politiques. Elle est dans des schémas que n'importe qui peut voir s'il est prêt à regarder sans les lunettes du conditionnement qu'on nous a appris à porter. Mais voici la partie cruciale que vous devez comprendre. Savoir cela n'enlève pas votre pouvoir. C'est le contraire. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas résister à une influence que vous ne reconnaissez pas. Mais une fois que vous voyez le schéma, une fois que vous comprenez la structure, vous pouvez commencer à faire des choix conscients qui ne servent pas l'agenda démoniaque. Vous pouvez cesser de réagir par la peur. Vous pouvez cesser d'accepter la division. Vous pouvez cesser de sacrifier votre autonomie personnelle chaque fois qu'une crise est déclarée. Vous pouvez commencer à demander qui profite, quel système gagne en pouvoir, quelle force non humaine est servie par cette décision. Et quand suffisamment de personnes commencent à poser ces questions, quand suffisamment de personnes cessent d'être manipulées par la peur, quelque chose change. Le contrôle diminue, l'influence s'affaiblit. Parce que, en fin de compte, toute la structure dépend du consentement humain. Elle dépend des humains qui acceptent, obéissent, se rendent. Et une fois que vous savez ce qui se passe réellement, vous pouvez arrêter de consentir. Mais avant que nous puissions parler de résistance, avant que nous puissions parler de ce qu'il faut faire de ce savoir, vous devez voir la preuve complète. Vous devez comprendre à quel point cette influence va réellement en profondeur. Parce que connaître l'accord de 1952, c'est une chose. Voir comment il se manifeste aujourd'hui, dans des décisions concrètes, dans des politiques spécifiques, dans des systèmes particuliers, c'en est une autre. Alors laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer exactement où regarder. Laissez-moi vous montrer les preuves qui ne sont plus enterrées dans des archives classifiées, mais qui opèrent en pleine vue, comptant sur le fait que vous êtes trop conditionné pour reconnaître ce que vous voyez. La preuve n'est plus cachée, elle est partout. Vous devez juste savoir comment la voir. Préparez-vous, parce que vous ne regarderez plus jamais le monde de la même façon. Les signes sont partout. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'il faut chercher. Laissez-moi vous guider à travers les preuves qui sont bien sous vos yeux, cachées à la vue de tous. Parce que voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez.
l'accord de 1952 n'a jamais pris fin. Il a juste évolué, plus sophistiqué, plus invisible, plus profondément imbriqué dans les structures qui gouvernent nos vies. Et voici ce qu'ils font en ce moment même. Et voici comment vous pouvez le voir par vous-même. Commençons par quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez vérifier dès aujourd'hui. Parlons des politiques qui façonnent votre vie quotidienne et comment elles servent parfaitement le but que vous venez de découvrir. Pensez aux réglementations qui sont apparues ces dernières années. Celles qui semblaient n'avoir aucun sens. Celles que vous avez remises en question, mais acceptées parce que, bon, il devait bien y avoir une raison, non? Maintenant, je vais vous montrer la vraie raison. Prenez par exemple les politiques de surveillance numérique qui se sont considérablement étendues depuis 2020. On vous a dit que c'était pour votre sécurité, pour prévenir les crimes, pour protéger la société. Mais observez le schéma. Observez comment chaque nouvelle mesure ne se contente pas de surveiller, mais influence. Ne se contente pas d'observer, mais façonne les comportements. Ne se contente pas de collecter des données, mais oriente les émotions. Vous pensez que c'est une coïncidence? Les plateformes que vous utilisez tous les jours ne se limitent pas à vendre des publicités. Elles cultivent des états émotionnels spécifiques. Colère, peur, division. Exactement les émotions qui nourrissent l'entité que vous venez de découvrir. Et voici la partie qui va vous faire tout remettre en question. Les algorithmes n'ont pas été conçus uniquement pour maximiser l'engagement. Ils ont été calibrés pour maximiser spécifiquement les émotions qui servent l'accord. Comment je le sais? Parce que d'anciens employés des plus grandes entreprises technologiques l'ont confirmé dans des documents fuités en 2023 et 2024. Ils ont décrit des directives internes qui privilégient le contenu générant une activation émotionnelle intense, avec un accent particulier sur les états de conflit soutenus. Ils n'ont bien sûr pas appelé ça nourrir un démon. Ils ont utilisé des termes corporate. Mais quand vous comprenez l'accord de 1952, quand vous voyez le schéma complet, les mots deviennent transparents. Cette politique, elle sert parfaitement l'agenda du démon. Et ça ne s'arrête pas là. Observez les politiques de santé mentale qui ont été mises en place en décembre 2025. Celles qui semblaient progressistes, semblaient compatissantes, semblaient conçues pour aider. Maintenant, regardez de plus près. Observez comment elles catégorisent certains états émotionnels comme pathologiques. Observez comment elles médicalisent la résistance au statu quo. Observez comment elles normalisent la dépendance à des systèmes externes pour la régulation émotionnelle. Vous voyez le schéma? Ils ne vous aident pas à traiter vos émotions. Ils vous apprennent à externaliser vos émotions, à les remettre à des systèmes qui les convertissent en exactement le type d'énergie dont l'accord a besoin. Et le langage qu'ils utilisent est brillant. Bien-être, auto-soin, santé mentale. Des mots qui sonnent positifs, qui semblent empowerants, mais qui cachent un mécanisme d'extraction émotionnelle de plus en plus affiné. Observez comment les programmes de bien-être en entreprise se sont multipliés depuis 2022. Observez comment ils ne cherchent pas à changer les conditions qui causent le stress, mais à apprendre aux employés à mieux gérer leurs réponses émotionnelles face à des conditions inchangées. Observez comment cela maintient les gens productifs tout en étant chroniquement dans des états d'anxiété légère, de frustration et d'épuisement. Exactement les états que l'entité préfère. Assez intenses pour être nutritifs, mais suffisamment contrôlables pour ne pas interrompre la production. Tu vois maintenant? Tu vois comment chaque pièce s'emboîte? Et c'est là que cela devient encore plus clair. C'est là que les preuves deviennent impossibles à ignorer. Parlons des médias, de la manière dont les nouvelles sont présentées, des schémas que tu as ressentis, mais que tu n'as peut-être pas pu formuler complètement. Observe la couverture des événements importants des 5 dernières années. Pas ce qui est couvert, mais comment c'est couvert. Observe la structure émotionnelle. Observe le rythme. Observe les cycles. Crise après crise, chacune construite jusqu'à un pic émotionnel, chacune résolue partiellement seulement pour être remplacée par une autre, avant que la population puisse réellement traiter ou se remettre. Ce n'est pas un chaos aléatoire. C'est la culture délibérée d'un état émotionnel collectif perpétuel d'activation. Les analyses montrent que les pics d'intensité émotionnelle dans les infos correspondent au moment de alimentation de l'entité. Crise mondiale, division politique, panique, tout synchronisé avec les cycles de besoins du démon. Et les symboles.
Mon Dieu, les symboles. Une fois que tu sais quoi chercher, ils sont partout. Dans les logos d'entreprise, dans l'architecture gouvernementale, dans les campagnes marketing, dans les designs d'interfaces numériques, les mêmes symboles qui apparaissaient dans les documents de 1952. Les mêmes motifs géométriques que les rapports décrivaient comme des portails de résonance, facilitant le transfert d'énergie émotionnelle. Ils ne se cachent même plus. Ils sont en pleine vue. Parce qu'ils ont découvert quelque chose de crucial. Quand quelque chose est partout, il devient invisible. Lorsqu'il est constamment présent, il devient le fond dont tu ne te demandes même plus. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu peux voir. Et voici ton pouvoir. Une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Et quand tu ne peux plus ne pas voir, tu arrêtes d'alimenter inconsciemment. Le logo d'un géant technologique lancé en 2024 correspond exactement à la géométrie décrite dans les fichiers. Et le même motif se répète dans 17 grandes entreprises et nouveaux bâtiments publics depuis 2020. Ils marquent leur territoire. Ils marquent le territoire. Ils signalent la loyauté. Ils indiquent la participation à l'accord. Et plus tu regardes, plus tu trouves. Conférences industrielles aux thèmes qui résonnent avec le langage des documents originaux. Initiatives de politique publique avec des structures qui reflètent les systèmes de culture du champ. Programmes éducatifs qui apprennent subtilement aux enfants à remettre la régulation émotionnelle à des autorités externes. Couche après couche de continuité institutionnelle avec l'accord original. C'est la preuve la plus convaincante de toutes. La preuve qui scelle complètement l'affaire. Si tu doutes de tout jusqu'ici, ce que je vais révéler maintenant va détruire ton scepticisme. Des documents fuités d'une conférence gouvernementale en septembre 2024, classés hautement confidentiels, discutant de ce qu'ils appelaient la gestion du champ émotionnel de la population. Le langage est clinique, bureaucratique. Mais quand tu lis les spécifications, quand tu vois les protocoles, quand tu comprends les objectifs, c'est indubitable. Ils gèrent activement les états émotionnels de la population à grande échelle. Ils calibrent des politiques spécifiquement pour générer des configurations émotionnelles particulières. Ils traitent les émotions collectives comme une ressource à cultiver et à récolter. Exactement comme les documents l'avaient décrit en 1952. Un fonctionnaire gouvernemental anonyme a confirmé, dans une fuite en 2025, « Nous n'avons pas le choix. Le système l'exige. Si nous cessons de maintenir les niveaux nécessaires d'activation populationnelle, il y a des conséquences que nous ne pouvons pas risquer. » Conséquences. Quelles conséquences? Les conséquences de rompre un accord. Les conséquences d'arrêter de nourrir une entité à qui l'on a promis un apport perpétuel. Les conséquences que les officiels originels eux-mêmes craignaient tant qu'ils ont établi des protocoles de continuité qui gouvernent encore aujourd'hui. Le démon ne craint pas l'exposition. Il craint que tu comprennes ton rôle pour l'arrêter. Parce que voici la vérité finale, la vérité qui change tout. L'accord ne fonctionne que tant que tu y participes inconsciemment. Il exige ta collaboration émotionnelle non examinée. Au moment où tu deviens conscient, au moment où tu vois le système clairement, au moment où tu comprends comment ton énergie émotionnelle est collectée et utilisée, tu gagnes la capacité de la retirer. Des milliers remarquent les mêmes schémas. Des milliers font les mêmes connexions. Des milliers s'éveillent à la réalisation que leurs émotions ont été cultivées comme une récolte. Et quand la masse critique s'en rend compte, quand suffisamment de personnes retirent de leur consentement inconscient, quand la collaboration émotionnelle collective cesse, le système s'affaiblit. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Tu as senti que quelque chose de fondamental clochait dans le monde. Tu as senti être manipulé d'une manière que tu ne pouvais pas entièrement définir. Tu as senti ton énergie drainée pour des objectifs que tu n'as pas choisis. Maintenant, tu sais quoi. Maintenant, tu sais pourquoi. Maintenant, tu sais qui. Et la connaissance est le premier pas. La connaissance brise le sortilège. La connaissance te transforme d'un participant inconscient en observateur conscient. Mais il y a encore des choses que tu dois comprendre. Plus sur pourquoi cela arrive maintenant. Plus sur ce que cela signifie pour nous tous. Plus sur le moment critique où nous nous trouvons. Parce que ce n'est pas une coïncidence que ces révélations émergent maintenant, en 2025. Ce n'est pas un accident que les schémas deviennent visibles maintenant. Ce n'est pas de la chance que tu découvres cela en ce moment précis. Il y a une raison. Et quand vous comprendrez cette raison,
Quand vous verrez le cadre temporel complet, quand vous réaliserez ce qui est réellement en jeu, tout prendra sens. Alors que faisons-nous? Comment brisons-nous ce cycle? Comment cessons-nous d'alimenter une entité qui se nourrit de l'émotion collective humaine depuis 73 ans? La vérité sur pourquoi cela se produit maintenant, et ce que cela signifie pour nous tous, va vous surprendre. Elle va vous effrayer. Et elle va vous donner exactement ce qu'il faut pour comprendre votre rôle dans ce qui vient ensuite. Parce que le pacte arrive à son terme. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que cela doit arriver. Et que se passe-t-il quand un démon à qui l'on a promis nourriture perpétuelle se retrouve soudainement affamé? C'est la question à laquelle nous devons répondre. C'est la vérité que vous devez comprendre. C'est la révélation finale qui transforme tout ce que vous venez d'apprendre de connaissances passives en pouvoir actif. Vous savez maintenant ce que la plupart des gens ne sauront jamais. Mais le savoir crée des responsabilités. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus faire semblant d'ignorer. Et cette vérité ne concerne pas seulement un événement historique. Elle concerne le monde dans lequel nous vivons en ce moment même. Pensez à tout ce que vous venez de découvrir. Chaque élément, chaque preuve, chaque motif. La rencontre qui a eu lieu en 1952. Le pacte qui a été scellé. Le signe qui a été révélé. Les conséquences qui ont changé la trajectoire de l'humanité. Et quand vous mettez tout bout à bout, quand vous regardez l'ensemble, un schéma émerge qui est impossible à ignorer. Le démon n'a pas choisi le président Eisenhower par hasard. Il n'a pas choisi les États-Unis au hasard. Il a choisi l'institution la plus puissante de l'histoire humaine. La nation qui, à l'époque, venait de gagner la Seconde Guerre mondiale. Le pays qui possédait la bombe atomique. La puissance qui façonnait la nouvelle ordre mondiale d'après-guerre. Réfléchissez. Si vous étiez une entité démoniaque voulant influencer le cours de l'humanité, où iriez-vous? Vous iriez exactement là où le pouvoir était concentré. Ce qui rend cela encore plus perturbant, c'est ceci. Le pacte conclu cette nuit-là en 1952 n'était pas temporaire. Il n'était pas pour une génération. Il était structurel. Il était permanent. Il a été ancré dans les fondations des institutions qui gouvernent notre monde encore aujourd'hui. Voilà pourquoi 50 ans plus tard, en 2002, le général a révélé que la relation était toujours active. Voilà pourquoi les symboles démoniaques réapparaissent au poste de pouvoir. Voilà pourquoi les schémas initiés en 1952 se déroulent encore en 2025. Chaque pièce dont nous avons parlé s'emboîte. Le comportement étrange observé chez des dirigeants mondiaux. Les décisions politiques qui semblent aller à l'encontre de l'intérêt de l'humanité. Les guerres qui n'ont pas de sens. Les crises économiques qui profitent à quelques-uns tout en détruisant des millions. La destruction de l'environnement qui continue malgré notre connaissance des conséquences. Les divisions sociales qui sont amplifiées plutôt que guéries. Quand on comprend qu'il y a une influence démoniaque opérant au plus haut niveau du pouvoir, tout cela commence à prendre sens d'une manière terriblement claire. Et voici la révélation émotionnelle que vous ressentez probablement déjà. Cette sensation que vous avez eue pendant des années qu'il y avait quelque chose de mal. Cette intuition que les récits officiels ne racontèrent pas toute l'histoire. Cette perception que des décisions importantes étaient prises pour des raisons qui n'étaient pas expliquées au public. Vous n'étiez pas fou. Vous n'étiez pas paranoïaque. Vos instincts étaient parfaitement corrects. Vous perceviez la réalité que la plupart des gens ne parviennent pas à voir. C'est important de le reconnaître. Parce que dans une société où remettre en question le récit officiel est souvent ridiculisé, où penser de manière critique est traité de théorie du complot, où chercher la vérité est découragé, vous devez savoir que votre perception est légitime. Le sentiment que quelque chose cloche existe parce que quelque chose cloche réellement. Et maintenant vous avez le contexte historique, les preuves documentées et la logique structurelle pour comprendre pourquoi. Mais c'est ici que cela devient personnel. Là où cela se relie à votre vie maintenant, en 2025. Parce que ce n'est pas seulement une histoire sur le passé. C'est une réalité sur le présent. Les systèmes de pouvoir qui ont été influencés par ce pacte démoniaque en 1952 sont les mêmes systèmes qui gouvernent encore le monde aujourd'hui. Les institutions qui ont fait ce pacte existent toujours. L'influence qui a été acceptée cette nuit-là est toujours en action. Pensez aux décisions globales des dernières années. Les réponses coordonnées aux crises mondiales. Les politiques qui semblent servir des intérêts obscurs plutôt que le bien public.
Les avancées technologiques qui promettent le progrès mais livrent le contrôle. La surveillance croissante. L'érosion des libertés fondamentales justifiée au nom de la sécurité. La manipulation de l'information à une échelle sans précédent. Quand vous comprenez qu'il y a une présence démoniaque influençant les plus hauts niveaux de prise de décision, ces schémas ne sont pas surprenants. Ils sont prévisibles. Et voici l'urgence de 2025. Nous sommes à un moment critique de l'histoire humaine. Les technologies qui se développent maintenant, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les systèmes de contrôle numérique ont le potentiel de transformer fondamentalement la condition humaine. Et qui guide le développement de ces technologies? Les mêmes institutions de pouvoir qui ont été infiltrées il y a 70 ans. Les mêmes structures qui ont conclu des accords avec des forces démoniaques. Les mêmes réseaux qui privilégient le contrôle sur la liberté, le pouvoir sur le bien-être humain. Cela signifie que les décisions prises aujourd'hui sur l'avenir de l'humanité sont influencées par la même présence démoniaque qui est apparue en 1952. Et les conséquences de ces décisions définiront non seulement notre génération, mais toutes les générations futures. C'est pourquoi ce moment est si important. C'est pourquoi que vous connaîtrez cette vérité importe autant. Mais il y a une part responsabilisante que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Chaque jour, davantage de personnes se réveillent. De plus en plus de chercheurs découvrent ces connexions. De plus en plus d'enquêteurs documentent ces preuves. De plus en plus d'individus courageux remettent en question les récits officiels et cherchent la vérité réelle. Vous faites partie d'un mouvement croissant de personnes qui refusent d'être dupées, qui refusent d'accepter des mensonges confortables au lieu de vérités difficiles, qui refusent de vivre dans l'ignorance pendant que des forces obscures façonnent le destin de l'humanité. Et cela crée une communauté, un réseau de personnes éveillées qui voient à travers les illusions, qui reconnaissent les schémas, qui partagent des informations et se soutiennent mutuellement dans la quête de la vérité. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui posent les mêmes questions, découvrent les mêmes preuves, arrivent aux mêmes conclusions. Et cette communauté devient chaque jour plus forte. Votre perception est valide. Votre intuition avait raison. Vous n'êtes pas fou de questionner. Vous êtes conscient de ne pas accepter. Et cet éveil, cette conscience, est exactement ce que les forces des ténèbres craignent le plus. Car leur pouvoir vient du secret. Il vient de l'ignorance. Il vient du fait que les gens ne savent pas ce qui se passe réellement en coulisses du pouvoir. Et quand vous savez, quand vous comprenez, quand vous voyez à travers les rideaux de fumée et de miroirs, ce pouvoir commence à se dissoudre. Le démon qui est apparu en 1952 comptait sur une chose, le secret. Que la vérité à propos de cette rencontre resterait cachée pour toujours. Que les gens ne reliraient jamais les éléments. Que l'influence démoniaque pourrait opérer dans l'ombre indéfiniment sans être détectée. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Des témoins courageux comme le lieutenant. Des militaires intègres comme le général qui s'est exprimé en 2002. Des chercheurs dévoués qui ont documenté les preuves. Et des personnes comme vous, prêtes à regarder la vérité même quand elle est perturbante. En apprenant cette histoire, en comprenant ces connexions, en voyant ces schémas, vous avez déjà commencé à briser leur pouvoir. Parce que la connaissance est lumière, et la lumière chasse les ténèbres. La conscience que vous avez acquise aujourd'hui ne peut pas vous être retirée. La vérité que vous avez découverte ne peut pas être désapprise. Et quand vous partagez cette vérité avec d'autres, quand vous aidez davantage de personnes à s'éveiller, cette lumière se multiplie. Alors voici ce que vous pouvez faire. D'abord, faites confiance à ce que vous avez appris. Ne laissez personne vous convaincre que questionner est mal. Ne laissez pas le ridicule ou le scepticisme étouffer votre quête de vérité. Vos questions sont légitimes, votre enquête est importante, votre conscience est puissante. Gardez cette flamme allumée. Deuxièmement, recherchez cela par vous-même. Ne croyez pas seulement ce que je vous dis. Allez plus loin. Cherchez les preuves primaires. Lisez les rapports déclassifiés. Étudiez les témoignages des témoins. Analysez les schémas historiques. Reliez les éléments avec votre propre esprit critique. La vérité résiste à l'examen. En fait, elle se renforce plus vous l'explorez. Et quand vous faites vos propres recherches, le savoir devient vôtre d'une manière bien plus profonde. Troisièmement, partagez cette information avec les personnes qui ont besoin de savoir. Il y a des millions d'individus là-dehors qui sentent que quelque chose ne va pas mais ne savent pas mettre le doigt sur quoi. Qui ont les questions mais pas le contexte.
qui cherchent des réponses mais ne savent pas où chercher. Quand vous partagez cette histoire, quand vous aidez quelqu'un à voir la vérité, vous éclairez un autre éveil. Vous élargissez le cercle de conscience. Vous contribuez au mouvement qui finira par exposer complètement ces forces des ténèbres. Quatrièmement, joignez-vous à la communauté de personnes qui enquêtent là-dessus. Il existe des forums, des groupes, des réseaux de chercheurs dévoués qui documentent ces connexions, qui compilent des preuves, qui se soutiennent les uns les autres dans la quête de vérité. Vous n'avez pas besoin de faire cela seul. Et quand des personnes conscientes se réunissent, quand elles partagent des informations et des perspectives, quand elles collaborent dans l'enquête, le pouvoir de cette communauté devient exponentiel. Cinquièmement, et peut-être le plus important, restez vigilants. Tenez-vous informés. Et par-dessus tout, restez éveillés. Parce que les forces qui ont conclu cet accord en 1952 opèrent toujours. Elles influencent encore des décisions. Elles façonnent encore des événements mondiaux. Et la seule défense que nous ayons en tant qu'humanité est la conscience. C'est savoir ce qui se passe. C'est voir à travers les manipulations. C'est reconnaître les schémas avant qu'il ne soit trop tard pour réagir. Chaque décision que vous prenez compte maintenant. Chaque choix sur l'endroit où vous dirigez votre attention. Chaque moment où vous choisissez la vérité plutôt que la commodité. Chaque fois que vous questionnez au lieu d'accepter aveuglément. Ce ne sont pas de petites actions. Ce sont des actes de résistance spirituelle contre les forces des ténèbres. Ce sont des déclarations que vous ne serez pas contrôler, pas manipuler, pas tromper. Et voici quelque chose de profond à considérer. Le fait que vous regardiez ceci maintenant. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'à la fin de ce voyage. Le fait que vous soyez ouvert à cette vérité, ce n'est pas un accident. Il y a des millions de personnes qui auraient coupé ça dans les premières minutes, qui rejetteraient ces informations sans y réfléchir, qui choisiraient l'illusion confortable plutôt que la réalité troublante. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Vous avez réfléchi. Et cela dit quelque chose d'important sur qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui valorise la vérité au-dessus du confort. Quelqu'un prêt à affronter des réalités difficiles. Quelqu'un d'assez courageux pour remettre en question les récits que la plupart acceptent sans y penser. Ce type de courage, cette intégrité intellectuelle, ce genre de bravoure spirituelle, c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. C'est précisément ce qui fera la différence entre une humanité qui reste inconsciente et une humanité qui finit par se réveiller aux forces qui ont opéré dans l'ombre pendant si longtemps. Et pensez au timing. 2025. 73 ans après cette rencontre fatidique en 1952. 3 générations d'influences démoniaques opérant à travers les structures du pouvoir, mais aussi 73 ans de preuves accumulées. De témoins qui ont parlé. De schémas devenus visibles, de la vérité émergeant lentement des ténèbres. Et maintenant, en ce moment de l'histoire, alors que les technologies de contrôle atteignent des capacités sans précédent, alors que des décisions sur l'avenir de l'humanité sont prises, alors que nous sommes à une croisée des chemins civilisationnels, vous détenez cette connaissance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le moment exact. Alors, quelle est la suite ? C'est probablement la question que vous vous posez maintenant. Et voici la vérité honnête. Personne ne sait exactement comment cette histoire va se terminer. Parce que la fin n'a pas encore été écrite. La fin se décide maintenant, en ce moment, par les choix que des milliards de personnes font, par les vérités qui sont révélées, par la conscience qui grandit, par la résistance qui se forme contre les forces des ténèbres. Mais une chose que je sais, le pouvoir de ces entités démoniaques dépend du secret. Il dépend de l'ignorance. Il dépend du fait que les gens ne savent pas ce qui se passe réellement. Et plus cette vérité se propage, plus les gens se réveillent, plus les individus voient à travers les illusions, plus ce pouvoir s'affaiblit. La lumière chasse les ténèbres. Ça a toujours été ainsi. Ça le sera toujours. Le fait que vous regardiez ceci, que des milliers d'autres personnes découvrent ces informations, que la vérité se propage plus vite que jamais dans l'histoire humaine, tout cela signifie que nous sommes à un point de bascule. Un moment où la conscience collective de l'humanité peut changer fondamentalement. Où nous pouvons passer d'une espèce inconsciente manipulée à une civilisation éveillée prenant son propre destin en main. Et vous en faites partie. Votre éveil compte. Votre conscience contribue à l'ensemble. Votre quête de vérité renforce le mouvement.
Votre refus d'accepter des mensonges affaiblit le pouvoir des ténèbres. Ne sous-estimez jamais l'impact qu'une personne éveillée peut avoir. Parce que la vérité est contagieuse. Quand vous la partagez avec une personne et qu'elle s'éveille, cette personne la partage à son tour. Et ainsi la lumière se propage, un éveil à la fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'endroit où les ombres puissent se cacher. Ils ont conclu un pacte avec un démon en 1952. Ils ont cru pouvoir contrôler la situation. Ils pensaient que les bénéfices technologiques vaudraient le prix. Ils s'imaginaient pouvoir garder le secret pour toujours. Mais 73 ans plus tard, la vérité émerge. Les témoins ont parlé. Les preuves ont été consignées. Les schémas ont été reconnus. Et des personnes comme vous s'éveillent à la réalité de ce qui s'est réellement passé et de ce qui se passe encore. La rencontre de 1952 n'a pas été la fin de l'histoire. Ce fut le commencement. Le début d'une influence démoniaque opérant à travers les plus hautes structures du pouvoir mondial. Mais ce fut aussi le début de quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Le début d'une traînée de preuves. Le début de témoignages qui finiraient par émerger. Le début d'un éveil qui est en train d'avoir lieu maintenant. Pendant que vous regardez ceci, vous faites désormais partie de cet éveil. Vous connaissez la vérité que la majorité ignore. Vous voyez les schémas que la plupart ne voient pas. Vous comprenez les connexions que la plupart ne comprennent pas. Et avec cette connaissance vient la responsabilité. La responsabilité de continuer à chercher la vérité. De partager ce que vous avez découvert. De rejoindre la communauté des éveillés. De rester vigilant. De ne jamais retourner à l'ignorance confortable maintenant que vous avez vu la réalité. Ne laissez pas cette information mourir ici. Servez-vous de cette connaissance. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à savoir. Laissez vos observations en commentaire. Faites vos propres recherches. Remettez tout en question. Ils ont rencontré un démon en 1952. Ils travaillent encore ensemble. Mais maintenant vous savez. Et une humanité consciente ne peut pas être contrôlée. Merci d'avoir eu le courage de regarder. Le futur dépend de personnes comme vous.